Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Peut-être vous souvenez-vous du Grand Silence, ce magnifique film qui montrait la vie à l'intérieur du monastère de la Grande Chartreuse, au-dessus de Grenoble. Cette semaine, je vous propose de faire une plongée dans le Grand Silence, mais cette fois-ci au sein d'un monastère de femmes. Car on l'oublie souvent, l'ordre de Saint-Bruno, l'ordre carthusien, a deux branches, une branche masculine et une branche féminine. Celle-ci a aujourd'hui deux maisons en France, une en Italie, une en Corée du Sud et une en Espagne. Et à l'occasion de la diffusion sur KTO d'un documentaire dont nous allons voir quelques extraits, je vous propose de partir à leur découverte en compagnie de mes deux invités. Nathalie Nabert, bonjour. Bonjour. Vous êtes poète, vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris, vous êtes même doyen honoraire de la faculté des lettres de cet institut et vous êtes la grande spécialiste, on peut dire, des moniales. Alors oui, des moniales carthusiennes, des moniales chartreuses, comment est-ce que vous les définissez ? Alors, moi, je les appelle volontiers les moniales chartreuses, mais je pense qu'on peut aussi les appeler les chartrusines, semble-t-il, depuis un certain temps. Voilà, et puis Pierre Deveau, bonsoir. Vous êtes directeur de la chorerie de la Grande Chartreuse. Alors, expliquons d'un mot ce que c'est que la chorerie. C'est le avec musée, deux R. Avec deux R, oui. C'est le musée de la Grande Chartreuse. Et ce musée a vraiment vocation de raconter à la fois l'histoire de l'ordre carthusien et également de voir le déroulé de la vie d'un moine chartreux, de son lever à son coucher. Alors, on va parler des femmes, on va parler des moniales de Chartreuse, mais peut-être qu'on doit commencer et qu'il faut commencer par l'ordre chartreux et un personnage qui est Saint Bruno. C'est lui qui fonde cet ordre. Tout à fait. Alors, Saint Bruno a reçu un appel de Dieu. Les Chartreux n'aiment pas qu'on dise que Saint Bruno a fondé un ordre. Ah, parce que, ça m'avait déjà été dit, parce que Bruno a répondu à un appel qui était très, très personnel. Il est parti avec 6 compagnons dans le désert de Chartreuse, ce qu'on appelle le désert, un espace sauvage au Moyen-Âge. Et quand il a été appelé à Rome, quelques années après, il a laissé ses frères sur place. Et on peut dire que l'ordre est né à partir du moment où, à la suite de cet appel personnel, Bruno avait 50 ans à l'époque où ça s'est passé, ce qui était un âge très avancé au XIe siècle. Et donc, à partir du moment où il est parti, où les frères qui étaient là ont demeuré, ont continué à suivre la règle que Bruno. Pas Benoît. Oui. Bruno leur avait donnée oralement, à ce moment-là, l'ordre est né. Et il est né véritablement lorsque Guigues Ier, le prieur suivant une quarantaine d'années après, a souhaité mettre par écrit ce qui étaient des coutumes transmises oralement, de manière à pouvoir les transmettre de façon manuscrite aux autres maisons qui allaient naître. La première, c'est la Chartreuse de Portes, qui est toujours bien vivante et qui a vraiment ses moines presque au complet. Alors faites-nous rêver, jouez un peu le syndicat d'initiative du massif de la Grande Chartreuse, du parc régional de la Grande Chartreuse, ça ressemble à quoi ? Eh ben, c'est cet endroit où Bruno arrive en 1084, donc avec 6 compagnons, et c'est ce fameux désert, ce fameux massif de la Chartreuse, où Bruno trouve ce qu'il a cherché toute sa vie, et notamment quand il quitte Reims, sa vie universitaire toute tracée, sa carrière également ecclésiastique. Il devait devenir archevêque de Reims. Bruno refuse tout ça, refuse tous ses honneurs pour quitter ce monde et pour se réfugier en Chartreuse. Et en fait, ce massif de la Chartreuse est encore aujourd'hui fort de sens. On y trouve une atmosphère particulière de silence et de solitude. Ce massif n'est pas... on y trouve bien sûr la Grande Chartreuse, ensuite quelques petits villages, mais tout ce qui est la nature a encore toute sa place, et donc le silence a encore toute sa place dans ce massif. Ça ressemble à quoi quand on arrive à la Grande Chartreuse ? Le massif de la Grande Chartreuse est assez austère, mais quand on l'apprivoise et quand on le connaît un peu, on arrive à trouver quand même de la végétation, on arrive à trouver des animaux, etc. Et donc tout ça fait ce massif. Il a une règle très austère. Est-ce que c'est une
je veux dire, est-ce que c'est très spécifique à cet ordre-là, ou au moment où Bruno le fonde, est-ce que c'est finalement pas si étonnant? C'est tout à fait nouveau au moment où Bruno le fonde, parce que c'est une vie qui repose sur l'érémitisme, c'est-à-dire sur le fait de vivre en solitude. Il y avait des ermites à l'époque de Saint-Bruno, qui étaient des ermites dans la main de l'évêque, on disait, comme on le dit toujours d'ailleurs, qui vivaient en solitude dans la forêt. Mais Bruno a eu cette idée de faire une famille d'ermites, un ensemble d'ermites qui, tout en vivant chacun individuellement au départ dans les petites maisons, d'où le nom de Casalibus, à la Grande Chartreuse, qui représentait ces maisons individuelles, se réunissaient pour la messe. Donc c'était tout à fait nouveau, car ça n'existait pas. Ça n'existait pas de cette manière-là. Et ce qui a inspiré Saint Bruno, c'est essentiellement les pères du désert. Les pères du désert, les pères égyptiens, dont on connaissait en France, dans le royaume de France, les écrits, grâce à Saint Cassien, qui avait apporté avec lui différentes institutions de vie érémitique et de vie cénobitique, donc de communautés de frères vivant ensemble. Donc, grâce à Saint Cassien, Bruno connaissait certainement cette origine égyptienne. Et c'est vrai que les premiers témoins qui ont visité la Grande Chartreuse, je pense à Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, comparent volontiers la vie des premiers Chartreux, des compagnons de Bruno et de ceux qui succéderont, à la vie des moines d'Égypte, dans le désert de Cété. Donc il y a cette source qui est égyptienne pour l'érémitisme. Et ensuite, lorsque les coutumes ont été établies par Guigues, à partir des principes de vie qui avaient été transmis oralement, on retrouve l'influence importante de Saint Benoît, d'où mon lapsus linguae tout à l'heure, Bruno Benoît. On retrouve l'importance de Benoît, ne serait-ce que dans la profession monastique des moines et des convers, qui comportent à peu près les mêmes éléments que celle de la règle de Saint Benoît, mais s'y rajoute la figure de Marie et de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste pour l'érémitisme, la vie solitaire, et Marie également comme pour la vie contemplative. Donc il y a une source qui est commune aux moines d'Égypte, à la règle de Saint Benoît, et ensuite un principe de vie original, car nous ne connaissions pas de communauté d'ermites. Les Camaldules avaient fondé cela en Italie, mais assez vite, l'ordre Camaldule s'est retrouvé sous une règle plus cénobitique. Donc, l'idée était très originale. Ce qui a été exceptionnel, c'est sa vitalité pendant plus de 900 ans, suivant une règle qui a été amendée au fil des siècles, mais qui n'a jamais été transformée. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la spécificité des Chartreux. Ça, oui. Être des solitaires en tout petit nombre, pas plus de 13 pères de chœur ou aumoniales de chœur, et des frères et des sœurs converses pour les aider, mais vivant dans une communauté familiale, mais respectant la solitude de chacun. Un frère dit, justement dans une des interviews qu'a fait Marc Janson, dit l'auteur du documentaire dont on a parlé, c'est d'être, nous sommes seuls, mais nous savons que nous ne sommes pas seuls à être seuls. Nous sommes seuls au milieu de nos frères seuls en solitude. Et c'est un grand soutien moral. Et c'est peut-être le secret de l'équilibre de ce type de vie érémitique en solitude, d'avoir constitué une famille reposant toujours sur un petit nombre, parce que au-delà d'un petit nombre, on n'est plus une famille, on devient une communauté. Alors, petit nombre, mais quand on va visiter, alors pas votre musée, qui est en fait une infirmerie, si je me souviens, où... La Corie est l'ancien lieu où habitaient les frères jusqu'au XVIIe siècle. Ah, les frères, c'est ça. Et quand on va visiter le monastère, c'était immense, immense. Le monastère de la Grande Chartreuse, c'est la maison mère de l'ordre, qui a été reconstruite du coup en 1676. Il y a eu un incendie en 1676 et dont Innocent Le Maçon, qui était prieur général à l'époque, va reconstruire cette Grande Chartreuse qu'on connaît encore aujourd'hui, dont les bâtiments datent de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Et donc, à la Grande Chartreuse, vous avez un grand cloître. Donc, le grand cloître, dans les Chartreuses, habite les maisons, les cellules des pères chartreux. Et le grand cloître à la Grande Chartreuse mesure plus de 215 mètres de long et donc peut abriter au maximum 35. Vous avez 35 cellules de pères chartreux
tout autour. Il faut vraiment se rapprocher, par exemple, de la chartreuse de Portes, qui est là une chartreuse dans son aspect primitif, où là, comme vous le disiez, on peut accueillir au maximum 10 à 13 pairs. Donc les communautés étaient vraiment fondées au départ sur un modèle de petite communauté. Les Chartreux ont fondé beaucoup de petites communautés et n'ont jamais agrandi le nombre. Et ils ont voulu multiplier les maisons, mais pas le nombre d'individus à l'intérieur des maisons. Et c'est vrai que la spécificité du plan, c'est que ce sont en fait des petits ermitages autour d'un grand cloître. Donc il y a à chaque fois une petite maison. Oui, chaque Chartreux a une petite maison. Ouais. Saint Bruno avait bien compris que la vie en solitude et en silence demandait un certain nombre de renoncements, et donc pour éviter que le caractère trop austère des choses et que ça se transforme en univers carcéral avec juste une petite pièce. Oui. Donc vous avez en fait ces cellules à 2 étages. Au premier niveau, donc la cellule de vie du père, où alors il vit, il mange, il dort, il prie, il travaille. Et en dessous, vous avez un atelier où il va notamment bûcher pour allumer son poêle. Et vous avez également dans chaque cellule un jardin. Le jardin est essentiel dans les Chartreuses. C'est à la fois cet espace d'aération où le Chartreux peut sortir au cours de la journée, peut suivre des offices également, peut prier ou réciter son chapelet dans ce jardin, ou juste regarder la création qui l'entoure. Alors justement, il y a un peu de fantasme, il faut quand même bien dire, autour de cet ordre. Est-ce qu'ils sont vraiment en silence tout le temps ? Est-ce qu'ils sont vraiment dans l'obéissance absolue de l'abbé ? Comment vous les connaissez bien ? Vous connaissez bien les moniales aussi, on en parlera après, mais est-ce qu'on n'a pas construit, surtout avec ce film, Le Grand Silence, une sorte de monde complètement désincarné qui n'est pas du tout la réalité ? Alors, ce n'est pas un monde désincarné, pas du tout. Ouais. Chaque père, chaque sœur a sa personnalité propre. C'est un monde de silence. Alors, pourquoi un monde de silence et comment ? Ouais. La vie, ce qui amène à la vie solitaire, c'est un dialogue permanent avec Dieu. C'est un appel très spécifique, c'est pour ça qu'ils sont assez peu nombreux dans le monde, peu d'êtres sont à ce point appelés par Dieu. C'est un rapport très spécifique à Dieu. Or, si ce rapport à Dieu est altéré par ce qui vient de l'extérieur, les bruits, les amitiés, les différentes convoitises que l'on peut avoir dans notre vie ordinaire ou sujet de dispersion, à ce moment-là, ce dialogue est interrompu. Donc l'effort des Chartreux, c'est précisément de conserver le silence intérieur, éviter que l'esprit soit dispersé par de multiples choses, et cela a pour conséquence la nécessité du silence extérieur, donc ne pas parler inutilement, ne pas trop parler, ne pas chercher à avoir des contacts, donc pas de relations épistolaires, sauf si elles sont spécifiquement justifiées, ne pas chercher des amitiés avec l'extérieur. Au XVIIe siècle, dont le Maçon, à propos des moniales, a été très directif là-dessus. Et donc ce silence permet en quelque sorte d'épurer les conditions de vie humaine pour être plus dans une condition de vie divine. Au-delà de cela, cela ne signifie pas que les Chartreux n'ont pas de relation les uns avec les autres. Il y a d'abord le dimanche une récréation où ils peuvent parler ensemble, et il y a le spaciment, donc cette grande promenade hebdomadaire qui se passe dans le désert autour de la Chartreuse, où généralement 2 par 2, ils peuvent parler. Il n'y a pas donc de refus de l'autre, il y a simplement le souci que sa présence ne disperse pas l'autre. Donc il n'y a pas de raison de rentrer dans la cellule d'un moine ou d'une moniale sans y être autorisé pour des raisons spécifiques. Donc ce silence existe véritablement, et une des moniales de notre temps dit que plus il y a de silence et plus on est appelé au silence. Et nous savons que c'est tout à fait vrai, nous qui vivons dans un monde de bruit, que ce bruit finit par altérer notre approche intérieure. Donc ce silence est justifié, il n'est pas un silence, ce n'est pas un silence symbolique, ni excessif, c'est le silence nécessaire à une condition de vie contemplative. Et s'y rajoute une austérité de vie, parce qu'effectivement, s'il y a trop de complaisance envers tout ce qui flatte les désirs, eh bien, il y a
le jour où cela manque, il y a des frustrations de désir. Donc on ne flatte pas des désirs pour éviter la frustration, qui est aussi une manière de ne plus être présent à Dieu et de ne plus être simplement ce réceptacle qui est l'esprit, le cœur et l'âme de l'individu face à son dialogue avec Dieu, dans son dialogue avec Dieu. Alors pour que ça soit pas trop abstrait, justement, il y a un film sur les moniales, on va arriver aux moniales. Je vous propose qu'on en regarde un premier extrait. Le film s'appelle « Les moniales chartreuses », c'est un film de Marc Janson, production DCX. Quelques images. C'est vraiment pour Dieu seul qu'on vient. C'est toujours le point sur lequel on doit être le plus attentif. Est-ce qu'il y a un appel du Seigneur ? Saint Bruno dit « Beaucoup voudraient venir, mais ils ne sont pas appelés, ils n'ont pas la grâce pour ça. Et même certains essaient, et puis ils n'ont pas reçu la grâce du ciel. » Donc pour nous, Chartreux, je crois qu'il y a vraiment un double appel. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Un appel à la vie consacrée et un appel à la chartreuse précisément. Voilà, donc on a vu quelques images. On a entendu quelque chose aussi d'intéressant, c'est-à-dire ce double appel et ce long processus en fait de discernement. Oui, c'est un très long processus de discernement, puisque avant de prononcer des vœux solennels, il y a au moins 7 ans, et souvent ça peut être repoussé un peu plus tard, si c'est nécessaire, tout simplement parce que les personnes, les moniales, comme les moines qui arrivent aujourd'hui avec cet appel profond de Dieu, arrivent avec notre patrimoine contemporain, qui est celui d'hommes et de femmes dans le siècle, dans l'action et dans la communication. Or, tout va s'arrêter progressivement, et c'est pourquoi l'entrée dans la vie monastique des Chartreux est une entrée qui se fait lentement, progressivement, pour être certain que celui ou celle qui entre là ne se brise pas très rapidement, qu'il ait le temps de véritablement laisser s'emplir de cette grâce, elle évoque le thème de grâce, de la grâce de cet appel au contact de la réalité quotidienne d'une vie de monial ou de moine. Là, j'imagine que vous avez dans ce musée plusieurs types de visiteurs. Comment est-ce qu'on peut faire comprendre ça, justement, à ces gens qui arrivent avec... juste avant, ils ont la radio dans la voiture, ils ont peut-être leur téléphone portable en main, enfin sûrement. Pardon, quelle réaction vous avez ? Quand vous arrivez déjà dans le massif de la Chartreuse, tout au long de la route, vous sentez déjà que quelque chose se passe. Et en arrivant là sur le parking de la Corrie, donc soit pour visiter le musée, soit pour ensuite monter au monastère, vous avez déjà un silence qui est présent. Et je pense que ce silence amène les gens automatiquement à vivre également, à essayer de vivre ce silence en éteignant leur téléphone. Généralement, même quand ils viennent visiter le musée, les gens ressortent avec un profond silence, même s'ils sont éloignés de la foi. Et est-ce que vous avez des réactions un peu d'incompréhension ? Des gens qui vous disent, ou qui écrivent sur les livres d'or, tout ça c'est trop bizarre, c'est n'importe quoi. Ça arrive. Après, on essaye de leur expliquer. Ce musée a aussi pour but d'expliquer pourquoi les Chartreux sont là, pourquoi pourquoi on ne peut pas pénétrer à l'intérieur du monastère, pourquoi cette vie en solitude et en silence. Et généralement, au fur et à mesure de la visite, il y a quelque chose qui se passe et les gens essayent de comprendre tout doucement
cette vie certes qui est austère, mais qui est tellement riche pour notre monde actuel. Les Chartreux veulent qu'on comprenne. Ils essaient ce patrimoine, ils y tiennent. Ils tiennent à ce qu'on... Voilà, les Chartreux ouvrent ce musée en 1957, vraiment pour présenter leur vie, pour éviter aussi d'être dérangés dans leur silence au niveau du monastère. La Corrie, quand les frères y habitaient, était déjà cette séparation entre le monde religieux et le monde dans lequel on vit. Et cette Corrie est toujours là comme une sorte de barrière entre ce monde religieux et ces moines qui habitent le monastère de la Grande Chartreuse et le monde dans lequel on vit. Et donc les personnes qui habitent dans notre monde viennent chercher réponse à leurs questions dans ce musée. Les moniales, il y en a pas depuis aussi longtemps que les pères Chartreux. Hein. Il y en a, c'est un peu plus tardif. Qu'est-ce qui a poussé à ce qu'il y ait cette fondation d'un ordre féminin? Alors en réalité, elles sont aussi anciennes quasiment que les Chartreux, puisque c'est vers 1100, alors on hésite entre 45 et 50, que des moniales qui vivaient dans le sud de la France, après Bayonne, qui vraisemblablement vivaient sous la règle de Saint-Césaire d'Arles. Je dis vraisemblablement parce que les historiens débattent encore sur cette origine, ont décidé d'intégrer la Chartreuse, l'ordre des Chartreux. Alors, elles ont eu pour allié dans ce désir le prieur de Montrieux, qui a souhaité les aider. Et donc, les livres liturgiques ont été recopiés pour ces moniales, pour qu'elles puissent avoir la liturgie. Évidemment, nous sommes à une époque où tout passe par les manuscrits. Et donc, c'est vers 1155 que l'ordre des Chartreux a vraiment ratifié l'intégration de ces moniales de Pré-Bayonne dans l'ordre carthusien. La difficulté, c'est qu'elles menaient une vie cénobitique, comme souvent au Moyen-Âge. Pour les femmes, c'était plus responsable de mener une vie religieuse dans une communauté que seule, pour des raisons de danger. Donc cénobitique, ça veut dire une vie de moniale classique, si je puis dire. Oui, une vie de moniale classique. Elles avaient déjà la consécration virginale et elles étaient diaconesses. Alors, elles sont intégrées, ça a été une lente intégration. D'abord, on leur a donné les livres liturgiques, ensuite les coutumes, et progressivement, au fil des siècles, et c'est passé relativement rapidement, on les a incitées à vivre vraiment en solitude, une communauté de solitaires à la manière des Chartreux. Alors, il y a une très belle histoire, toujours un peu d'hagiographie dans allez-y, oui. Et donc, il y a une très belle histoire. Il y avait un moine à la Chartreuse de Montrieux qui s'appelait Hugues de Miramar, qui a écrit un livre remarquable sur ses visions et qui est en partie autobiographique. Et dans ses visions, alors qu'il se cherche, il tente de rentrer à la Chartreuse de Montrieux. Et là, il a une vision nocturne de la Vierge qui l'accueille en habit de moniale chartreuse. Et donc, dès cette époque, on est là vers la fin du XIIe siècle, dès cette époque, les moniales chartreuses ont été considérées à part entière comme faisant partie de l'ordre. Et au fur et à mesure des siècles, des statuts ont été écrits pour qu'elles puissent mener cette vie plus solitaire. Il y a des noms importants à retenir, dont Innocent le Maçon au XVIIe siècle, qui a véritablement écrit les coutumes de nos moniales chartreuses, alors qu'elles suivaient les coutumes de Guigues, et qu'elles s'étaient véritablement fait un modèle de vie à la manière des moines chartreux. Donc il y avait des sœurs de chœur qui étaient vraiment consacrées à la vie liturgique et à la vie en solitude dans la cellule, et des sœurs converses qui, comme chez les moines, il y a des frères convers, se consacraient au travail manuel tout en menant une vie de prière et de contemplation pour aider les sœurs de chœur. Donc elles suivaient les coutumes de Guigues, dont le maçon a véritablement, à partir des coutumes de Guigues, rédigé les coutumes des moniales, avec un certain nombre de points. Par exemple, on avait conservé l'habitude d'ériger une clôture autour des monastères féminins pour des raisons de sécurité.
mais aussi pour garantir quelque chose qui est fondamental chez les moniales chartreuses, la clôture papale. Qu'est-ce que la clôture papale? C'est le fait qu'à partir du moment où une moniale a fait profession dans l'ordre des Chartreux, elle ne sort plus du monastère, sauf pour des raisons médicales ou urgentes. Elles ne sortent plus et elles vivent dans leurs cellules. Donc, Don Lemasson a véritablement travaillé là-dessus. Le problème, c'est qu'elle ne pouvait pas faire de spatiement à l'extérieur. Et donc, pas de sortie. Pas de sortie. Et donc, Don Lemasson avait prévu une promenade à l'intérieur du monastère en supplément pour qu'elle puisse se détendre à la manière des hommes. Et il faut attendre Don Poisson, donc l'anté-prieur général de l'ordre, donc avant Don Marcellin et maintenant Don Dismas. Donc Don les Poisson, années 78, ouais. a fondé le monastère de Reillanne, suivant le plan cartésien, où chaque moniale a sa cellule, son ermitage, ainsi que vous le présentiez, mais aussi c'est dans un désert, et donc elles peuvent parfaitement pratiquer le spatiement. Et donc c'est une très lente intégration, mais une intégration qui a été reconnue assez rapidement par les Chartreux. Je donnerai un exemple qui est celui, parmi les moniales chartreuses, il y a trois moniales qui ont laissé un nom. Roselyne de Villeneuve, c'était une moniale, une sainte aux roses, elle accomplissait un certain nombre de miracles. Béatrice d'Ornacieux et Marguerite d'Oing. Marguerite d'Oing écrivait, donc là on est à la fin du XIIIe siècle, écrivait, et un de ses ouvrages, elle écrivait en langue vernaculaire, qui était un dialecte lyonnais. Et elle a écrit un ouvrage en latin, le Speculum, et un de ses ouvrages constitué de visions a été lu et apporté au chapitre général des Chartreux au XIVe siècle par le prieur de la Chartreuse de Valbonne. Ce qui signifie que dès cette époque, les Chartreux reconnaissaient la valeur des moniales et la valeur intellectuelle. Et dans ce XIVe, XVe siècle, c'est une époque vraiment où il y a un florissement des monastères féminins et il y a cette reconnaissance du statut à part entière des moniales et de leur valeur intellectuelle et spirituelle. Est-ce que ça change quelque chose que ce soit des moniales? Est-ce que soyez un peu féministe, allez, Nathalie Nabert, dites-nous, est-ce que ça y a quelque chose d'un peu spécial, quoi, ou est-ce que c'est juste des Chartreux femmes? Alors, Don Poisson a une phrase très très belle. Il a écrit plusieurs sermons destinés aux moniales. Et il dit, en gros, je ne le cite pas exactement, mais vous le retrouverez dans la revue, la citation. On va en reparler. Il dit que les femmes sont plus propres à mener la vie contemplative à la manière de Marie par leur nature de femme que les hommes. Est-ce que c'est très féministe, ça? Alors, je ne sais pas. Je ne vois pas de féminisme chez les moniales chartreuses. Non, je ne vois pas de féminisme. C'est vrai que par leur nature de femme, elles ont, comme Marie, cet enfantement divin. Alors, d'où la consécration virginale qui existe dans leur statut. C'est peut-être ce qui les différencie le plus des hommes, cette fameuse consécration virginale qui se trouve dans les rites des moniales, où les moniales de cœur sont appelées à recevoir, comme Marie, cette consécration virginale. Voilà. Alors, est-ce que c'est une grande différence statutaire? Je ne crois pas. Ce qui est certain, c'est que les moniales, les Chartreux eux-mêmes, très tôt, reconnaissent l'importance de la dimension féminine dans l'ordre, ce qui paraît naturel. Lorsqu'il y a un appel, une vocation spécifique, elle ne concerne pas que les hommes, elle concerne également les femmes. Et donc, Don Poisson disait, mais il était tout à fait important que les Chartreux aient une branche féminine, qui existe depuis le début. Mais les moniales sont tellement discrètes que, à force de vivre de silence et de vie cachée, elles ont fini par être cachées pendant des années. Mais en fait, l'ordre ne les a pas du tout cachées. Elles se sont cachées elles-mêmes au nom de cette fameuse clôture papale. Donc, elles ne sortent pas, elles ne se manifestent pas, elles ne se rendent à aucune réunion. Elles existent pour cette prière constante dans laquelle elles portent l'humanité vers Dieu. Et une des moniales dit précisément « Notre prière ne nous renferme pas sur nous-mêmes. Elle nous dilate et nous permet de porter l'humanité entière. »
Voilà. Alors, c'est une petite nuance Oui. qui n'est pas très importante. Ah, oui, quand même. Deuxième, on va regarder un deuxième extrait du film de Marc Janson, production DCX, qui s'appelle Les Moniales Chartreuses et que vous allez pouvoir voir aussi sur KTO. Chaque cellule a un jardin qui n'est... Bon, il faut marcher un petit peu pour y aller, mais il y a un jardin. Et on apprend beaucoup avec le jardinage, beaucoup de choses. C'est un grand enseignement de vie spirituelle. Et puis, ne serait-ce qu'on apprend à regarder. Il se passe des choses extraordinaires dans un jardin. C'est merveilleux tout ce qui se passe dans un jardin. Quand je suis arrivée, il y avait des vaches. Bon. Et les vaches sont restées. Je n'ai pas eu de motif absolu de les supprimer. Parce qu'elles donnent du bon lait, on fait du fromage, Alors évidemment, c'est du travail. Mais les moniales converses, elles sont quand même 7 ou 8, elles ont besoin de ce travail. Et elles le demandent. Elles ont besoin d'un travail manuel qui soit proche de la terre, je crois, vraiment, proche de la terre. Je voulais être vraiment chrétienne, vivre ma vie chrétienne. Mais je ne savais pas du tout où. Je pensais que c'était même... Enfin, mariée. Moi, je me serais bien mariée, avoir des enfants. Normal, quoi. C'est ça qui revenait toujours, le silence. En fait, le silence et la nature. Parce que la nature m'a toujours émerveillée. Surprise, émerveillée. Parce que en fait, dans la nature, je voyais toujours le doigt de Dieu. Voilà, alors on a vu une spécificité des Chartreux. Enfin, c'était une spécificité qui existait dans beaucoup d'autres ordres, mais qui est vraiment conservée en Chartreuse. C'est le fait qu'il y ait des convers ou des converses et puis des pères de chœur. C'est quoi la différence ? En fait, les pères ont vraiment cette vocation liturgique. C'est eux qui vont rester dans leur cellule à prier pour le monde et également à étudier notamment les textes bibliques ou théologiques. Ils passent à peu près 80 à 90% de leur temps seuls dans leur cellule. Et à côté de ça, vous avez les frères, ou donc les moniales converses, qui, elles, sont vraiment au service de la communauté dans les tâches du quotidien. Donc la cuisine, la buanderie, la boulangerie, vous avez vu là le potager, le verger, etc. Et vous avez vraiment chez les frères ou chez les moniales converses, vraiment ce parallèle avec la vie du Christ, cette vie cachée à Nazareth, où le Christ ne fait pas grand-chose, il est là dans sa famille, il sait pourtant qu'il est Dieu, et le Christ est là, il travaille avec son père, avec Joseph, et vous avez la même chose chez les frères ou chez les moniales converses. Vous avez là une vie cachée au service des autres. Parce qu'il y a, enfin je connais plutôt la Grande Chartreuse, mais ça doit être le cas un peu partout. Il y a dans la Grande Chartreuse, ils font beaucoup de bois, il y a un outillage plus que professionnel. Enfin, ils travaillent vraiment. Oui. C'est pas simplement. Vous avez une scierie à l'intérieur du monastère, notamment pour le bois qui servira au chauffage, ou alors le bois qui sert également à faire des éléments de mobilier, ou alors pour l'aménagement intérieur du monastère. Et puis il y a là, cette fameuse liqueur de Chartreuse, voilà. Qui est donc uniquement fabriquée à la Grande Chartreuse. Donc vous avez à l'intérieur de la Grande Chartreuse ce qu'on appelle la salle des plantes, là où le frère liquoriste va préparer les sachets de plantes. Et les sachets de plantes sont ensuite envoyés à la distillerie, qui est aujourd'hui à Aiguenoire, juste à côté, dans le massif de la Chartreuse, où là, des laïcs vont travailler pour les Chartreux et vont distiller les plantes pour obtenir ensuite la recette de liqueur. Qui est connue dans le monde entier. Connue dans le monde entier Chartreuse, voilà.
Le film qu'on a vu, enfin les extraits qu'on a vus et donc qui va être diffusé sur KTO, c'est un film de Marc Janson. Expliquez-nous un peu la genèse de ce film, parce que c'est assez exceptionnel qu'on puisse comme ça rentrer dans des monastères de Chartreux ou de Chartreuse. Tout à fait. En 2015, les Chartreux avaient demandé à Marc Janson de réaliser un film sur Saint Bruno, père des Chartreux. Donc ça a été une première approche du monde carthusien. Il avait auparavant réalisé un film qui est bien connu, Lumière du désert, sur précisément le monastère Saint-Macaire en Haute-Égypte, qui était à l'époque dirigé par Abba El-Maskin. Et donc, il a fait ce premier film. Ensuite, les Chartreux ont estimé que ce serait intéressant de pouvoir diffuser un film sur les frères et sur les convers, et ensuite sur les moniales. Donc, Marc Janson s'est attelé à cette tâche et il s'est mis à l'écoute des moniales et de l'esprit de l'ordre. C'est-à-dire, quand il avait fait son film sur Bruno, il avait commencé par l'exposition, les tableaux, puis l'extérieur, et progressivement, il était rentré à l'intérieur du monastère, avec évidemment l'autorisation du père prieur. Et lorsqu'il a fait son film à la demande donc, du révérend père général sur les pères, il a pris la décision d'avoir des entretiens avec les pères, mais qui ne seraient non visibles. Et les voix seraient off, on ne les verrait pas pour respecter l'anonymat. Et donc, il est rentré dans ce principe de la beauté de l'image contemplative. Il a fait pareil avec les moniales chartreuses. Là, on voit les visages des moniales, mais en se mettant à l'écoute de leur personnalité à chacune et surtout selon leur fonction. Là, on a vu une sœur convers et il y a des sœurs de cloître. Donc, il s'est mis au service de leurs paroles, d'une belle image qui reflèterait cet engagement, que ce soit un travail des mains ou un travail de vie liturgique, et avec aucune parole extérieure, ce qui est une façon d'entrer de l'intérieur dans ces monastères d'hommes et de femmes. Alors, il a eu plusieurs entretiens et il a restitué les paroles des moniales. Et là, on voit ce que dit cette sœur converse qui avait besoin d'être dans la nature, aimer la nature et s'occuper des animaux. Il y a d'autres témoignages donc, qu'il avait recueillis, qui ne sont pas dans le film parce qu'on ne peut pas tout mettre, mais il y a une moniale où il l'avait interrogé sur sa vocation. Qu'est-ce qu'il appelait ? Et c'était une moniale convers. Et elle a dit, je ne savais pas la différence entre une moniale de chœur et une moniale converse. Mais pendant que j'avais cet entretien avec la prieure, on m'avait donné des pommes de terre à éplucher. Et je me sentais très bien à éplucher les pommes de terre. Et j'ai su que c'était cela qui m'appelait à être en chartreuse. Et vous voyez, c'est une moniale converse, donc elle a trouvé sa vocation chemin faisant. Et ça, la beauté de ces images, c'est la simplicité. L'extraordinaire simplicité de ces femmes d'exception, tout de même. Peu d'êtres sont capables de se consacrer totalement à Dieu comme cela, dans ces conditions d'austérité et de solitude. Eh bien, c'est ça qui est intéressant. C'est cet appel qui touche des cœurs simples et humbles. Simple ne signifie pas benêt. Des cœurs qui ont cette simplicité, voilà, qui ont cette simplicité de voir les choses sans couper le cheveu en quatre. Elle était bien épluchée des pommes de terre, c'était donc sa vocation. Et vous voyez, il y a cet aspect immédiat de l'appel de Dieu, quelle que soit la vocation, que ce soit les sœurs de chœur, ils sont, elles, destinées. Nous sommes liturgie, dit l'une d'entre elles. Nous sommes la liturgie, c'est l'événement de notre vie, la liturgie. C'est l'événement de notre vie, la liturgie qui commence. La journée d'un moine et d'une moniale commence à 11h à 23h30 le soir. Elle ne commence pas à l'aube. Elle commence pour ce moment de l'office nocturne qui est si fondamental, parce qu'ils prient quand plus personne ne peut prier. Et leur vie commence là, et les moniales de chœur, la liturgie est l'événement de leur vie. Les moniales converses ont ce rapport de silence et de simplicité à Dieu, mais qui passe aussi par le travail des mains. Et voilà, un acte très simple d'appel de Dieu dans un cœur qui dit oui, tout simplement. Vous avez parlé de la liturgie, troisième extrait. On va regarder un troisième extrait donc, de ce film de Marc Janson, Les moniales chartreuses.
seule chose qu'il me demande, c'est de vouloir le rencontrer. Lui, il veut que nous l'aimons. Et si nous voulons bien, il peut même nous apprendre comment aimer. Alors c'est très très beau, c'est important ça, la beauté, pour faire comprendre cette vocation qui est quand même une vocation, comme vous dites, il y a peu de monde à cette vocation-là. Marc Janson a pris ce pari-là, la beauté. Oui. Bruno parlait des athlètes de Dieu dans sa lettre à Raoul Levert. Ouais. Oui, alors la beauté, ça a été fondamental pour Marc Janson. La beauté et le caractère épuré de son image. Comme réalisateur, il est totalement effacé devant son sujet. Et ça, c'est aussi rentrer dans l'esprit de la Chartreuse que de laisser être ce qui doit être. Et l'image, la beauté de l'image, dans cette nuit où il y a juste quelques lumières pour éclairer les pupitres, c'était fondamental, comme la beauté de l'image de la nature à travers des gestes simples. Ce qui est beau dans ce film, et ce qui, surtout, est la théorie de son film, c'est de laisser parler l'espace, les moines et les moniales, et de laisser transparaître tout ce travail de déblaiement de soi, de tout ce qui est autour de soi, pour qu'il n'y ait plus qu'une seule voix qui s'élève vers Dieu et que Dieu soit perceptible à travers cette voix. Et ça, je crois que c'est le message de ce désir de beauté dans le film, qu'à travers la beauté, Dieu se reflète. Et ça, c'est très important. Vous savez ce que disait François de Sales, plus vous contemplerez la neige, chère Philotée, plus votre âme sera pure. Eh bien, il y a quelque chose de cet ordre-là. Saint François de Sales qui a eu beaucoup d'importance dans la spiritualité des Chartreux. Même question, parce que vous êtes chargé finalement aussi de l'exposition, du parcours d'exposition de ce musée. Comment est-ce qu'on fait comprendre aux gens ce que c'est que cet ordre-là ? On a refait l'ensemble de la scénographie l'hiver dernier en introduisant à la fois l'histoire de l'ordre des Chartreux, leur architecture particulière et les moyens de subsistance qu'ils ont trouvés aussi à travers le temps pour vivre. Donc ça, c'est toute la première partie aujourd'hui de notre parcours. Et une deuxième étape, une partie qui se veut plus monastique, où on a introduit beaucoup de photos pour exprimer ce que vivent les Chartreux au quotidien, et notamment les différents temps de prière qui se déroulent au fur et à mesure de la journée, dont l'office de nuit qui est l'un des plus importants, dont on vient de voir un extrait ici. On dit au musée que l'office de nuit est cet office qui dure 2 à 3 heures la nuit, et on a trouvé cette phrase pour résumer un peu cet office: debout devant Dieu pour le monde. Debout parce que moines ou moniales se lèvent toutes les nuits, tous les jours sans exception, devant Dieu. Enfin, c'est un temps de prière. Et pour le monde, parce que l'office de nuit est vraiment destiné au monde, et les Chartreux reprennent à la fin une grande litanie avec l'ensemble des besoins, les besoins du monde. On a trouvé également l'image d'un papa ou d'une maman qui se lèverait la nuit pour veiller son enfant malade. Là, les Chartreux ou les Chartreusines se lèvent la nuit pour veiller sur le monde. Et qui est bien malade. Qui est malade également, mais oui. Et l'Église est ainsi faite et bien faite parce que l'ensemble des ordres contemplatifs se relaient, et la prière pour le monde n'est jamais interrompue jour et nuit par ces ordres. C'est important ce que vous dites, parce que je veux vous interroger aussi sur le patrimoine, sur ce que ça représente, mais j'imagine que quand vous avez dû faire cette exposition, vous avez fait ça en lien avec peut-être avec l'abbé général, ou le prieur de la Grande Chartreuse. Comment c'est ça le message qu'ils veulent faire passer ?
Nous prions pour vous, en fait. Ce musée est vraiment le musée des Chartreux. Nous, on est un simple intermédiaire, je veux dire, entre les Chartreux et les visiteurs. Quand il a fallu refaire la scénographie, l'ensemble des textes, l'ensemble de ce que fait le musée aujourd'hui est passé dans les mains des Chartreux pour approbation et pour relecture. Donc c'est vraiment leur musée, c'est eux qui font vivre ce musée. Et si demain, par exemple, le prieur passe et veut qu'on change un panneau ou une salle, il faudra échanger parce que c'est vraiment leur musée. Ouais. Et donc le cœur de leur message, c'est ça? C'est la prière? Le cœur du message est vraiment c'est de montrer pourquoi ils ont donné leur vie, à Dieu. Et donc on peut trouver une première réponse dans la prière, et notamment la prière pour le monde. Parce que ça aussi, c'est une question intéressante, importante. D'autres ordres religieux vous permettent pas de vivre comme eux, mais par de l'accueil, là, il n'y a pas d'accueil, on ne peut pas partir en retraite chez les Chartreux. J'ai envie de vous poser une question un peu naïve. À quoi ils servent? Alors, la grande question, c'est quel est l'apostolat des Chartreux? À quoi servent-ils? Voilà. Eh bien, ils servent à prier quand on ne prie pas. C'est leur rôle de prier. Alors, certes, il n'y a pas d'accueil, parce que l'accueil nécessiterait un rapport avec le monde extérieur, mais les Chartreux ont utilisé la chartreuse de Sélignac, qui n'est plus une chartreuse, il n'y avait plus assez de moines, pour faire un lieu d'accueil à la manière des Chartreux. Il n'y a pas de moines ni de moniales dans la chartreuse de Sélignac. Ce sont des laïcs qui accueillent, mais les gens peuvent vivre, suivant le mode cartésien, un temps de retrait dans cet espace. Donc, ce n'est pas totalement fermé, mais certes, il n'y a pas de retraite dans un monastère cartésien, sinon pour une postulation. Mais il faut un certain temps. Leur apostolat, leur rôle, c'est ça, c'est de prier intensément pour l'humanité. Alors, vous me direz, le résultat de la prière n'est pas toujours palpable, mais si on ne prie pas, que reste-t-il? Oui, c'est le cas de toute prière. Hein. Voilà, oui. Donc c'est fondamental, et c'est vraiment leur vocation. Et dans les situations, souvent lorsque le film de Philippe Koenig a passé sur les écrans de télévision, m'est arrivé de participer à certains débats, et les gens qui étaient là, qui n'étaient pas nécessairement croyants, avaient un très grand degré d'admiration pour ces hommes et ces femmes. Donc là, il s'agissait plutôt d'hommes, puisque les moniales n'étaient pas présentes dans le film, qui avaient tout consacré pour Dieu. Et la leçon, c'est l'acte gratuit. L'acte gratuit, c'est la grande leçon, j'allais dire, laïque de l'ordre des Chartreux. Quant à la leçon religieuse, c'est cette prière intense qui s'élève pour l'humanité entière lorsque nous ne pouvons plus prier. Le patrimoine cartésien, c'est quoi pour vous? C'est ce que les Chartreux laissent comme signe, comme trace, même s'ils s'en détachent volontiers de tous. Pour eux, ce patrimoine n'est que de passage. Ils attendent autre chose. Ils cherchent autre chose que d'accumuler un certain nombre de patrimoines. Mais l'histoire est telle qu'au fur et à mesure des siècles, les Chartreux ou des artistes ont travaillé pour les Chartreux. Et donc nous, au musée, on essaye également d'exposer un certain nombre de toiles ou de sculptures qui ont été créées soit pour les Chartreux, soit à leur demande, et notamment ces fameuses cartes de Chartreuse, qui présentent l'ensemble du patrimoine cartésien, dont Innocent Lemasson, à la fin du XVIIe siècle, va commander une carte, donc une représentation picturale de l'ensemble des maisons de l'ordre. On est là à presque 200 maisons à travers toute l'Europe. Il nous en reste aujourd'hui 79 de ces toiles qui sont classées aujourd'hui monuments historiques et qui ont toutes été restaurées ces 20 dernières années. C'est très, très beau. Et donc on voit l'ensemble des Chartreuses, également avec leurs spécificités, notamment architecturales,
Ça, c'est également important à comprendre, c'est que les Chartreux, quand ils s'installent quelque part, vont prendre les traditions et les coutumes des pays. Donc vous avez la Grande Chartreuse, qui est un bâtiment de très austère. Si vous regardez la Chartreuse de Maurieux, qui est dans le sud de la France, vous avez déjà cette touche de chaleur, cette touche provençale. Si vous partez en Italie, vous retrouvez des grandes caractéristiques, par exemple de l'art de la Réforme. Si vous allez en Allemagne, c'est également assez austère. Et donc vous retrouvez à travers ces cartes l'ensemble des caractéristiques qui ont fait et qui font l'architecture aujourd'hui des Chartreux. On arrive à la toute fin de l'émission. Alors peut-être une sorte d'invitation à poursuivre la découverte des moniales. Donc c'est en fait, c'est un numéro que vous avez quasiment rédigé, Nathalie Oui, avec Labert. une interview de Marc Janson aussi. Voilà, donc c'est un numéro des Amis des monastères, donc c'est avril-mai, juin 2022. On peut se procurer ça Il sort là actuellement, voilà, il est en train de sortir. par abonnement, ou je pense à la Correrie, il y en aura certainement. Alors à la Correrie, comment est-ce qu'on fait pour y aller et sinon, je pense que sur Internet, les Amis des monastères, on doit pouvoir se procurer, comme ça, savoir où l'acheter. On saura tout. Le monastère de la Correrie est ouvert ? Oui, la Correrie est ouverte actuellement et donc on est ouvert jusqu'au 6 novembre prochain. Donc la Correrie se trouve à Saint-Pierre de Chartreuse. En dessous de Grenoble. Juste à côté, entre Grenoble, Chambéry et Voiron, donc dans ce massif de la Chartreuse, à 2 km de la Grande Chartreuse. Et donc les gens, en parcourant le musée, vont pouvoir trouver réponse à leurs questions sur les Chartreux. Et on parlait du patrimoine carthusien. On aura la chance d'accueillir une exposition temporaire à partir du 11 juin prochain et jusqu'au 6 novembre sur Antoine Sublet, un peintre du 19e siècle, un peintre lyonnais qui a beaucoup travaillé sur les Chartreux et qui s'est mis au service des Chartreux les 20 dernières années de sa vie, et donc qui a travaillé dans plusieurs monastères carthusiens, la Grande Chartreuse, Parkminster en Angleterre, la Chartreuse de Slovénie. Voilà, on découvrira des toiles qui ne sont jamais sorties des monastères depuis plus de 150 ans et qui avaient jusqu'à aujourd'hui pour seuls spectateurs les moines. Et là, on a la chance de pouvoir les voir. Bon, parfait. Pour organiser sa visite, on tape sur Internet, Correrie avec 2 R. Voilà, Correrie de la Grande Chartreuse avec 2 R. Oui. Donc vous trouverez tous les renseignements sur notre site Internet avec les horaires d'ouverture. On propose également des visites guidées et des ateliers de pratique artistique, dont l'atelier d'enluminure que les Chartreux ont pratiqué au Moyen-Âge. Et donc on essaye de faire découvrir également aux personnes cet atelier. Donc en famille, les personnes peuvent venir pour réaliser de l'enluminure. Voilà, le rendez-vous est prêt. Il y a aussi une boutique, j'imagine, où on peut acheter de la Chartreuse. Également, de la Chartreuse, le produit phare. Le produit phare. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site Internet de la chaîne, le regarder autant de fois que vous le voulez, www.ktotv.com. Et on se retrouve quant à nous la semaine prochaine.